La forêt des Landes, un paysage identitaire de Nouvelle-Aquitaine depuis sa plantation à partir du XVIIIe siècle. Quand on vit quotidiennement au contact de ces arbres, on finit inévitablement par avoir une relation très forte avec cet environnement. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de personnages qui, par leur activité ou leur histoire, ont noué un lien très intense avec leur pays. Nous irons tout d'abord admirer le travail du sculpteur landais Christophe Doucet, qui vient chercher l'inspiration dans ces espaces forestiers. En Charente-Maritime, nous explorerons les incroyables carrières de Crasane avec quelqu'un qui se bat pour que l'on n'oublie pas le dur labeur de ses ancêtres carriers. En Limousin, dans les Monédières, nous suivrons un herboriste expert dans l'art d'utiliser les plantes sauvages. Enfin, nous irons dans les Pyrénées-Atlantiques écouter un musicien de tchalaparta, un instrument de percussion très ancien qui fait battre le cœur du Pays Basque. Cap sur la Nouvelle-Aquitaine, de belles rencontres. Survoler les Landes, c'est un peu comme naviguer au-dessus d'un océan de verdure. La forêt occupe les 2/3 du département. Elle structure les paysages. Ces arbres sont pour certains une source d'inspiration, une matière à créer. Attiré par d'étranges sculptures, Éric part à la rencontre d'un personnage extravagant, Christophe Doucet. Diplômé des Beaux-Arts de Bordeaux, cet artiste sculpteur plasticien a également été forestier durant 20 ans. Salut Christophe. Ah, salut. Je t'ai entendu avant de te voir et tout de suite je me suis dit là il y a quelqu'un qui travaille très physiquement. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et là, tu vois, je fais une madone. Là, tu vois, il y a la tête, et puis bon, c'est une madone sur un serpent. Un peu comme celle que tu as vue en arrivant, là. C'est un immense morceau de bois, c'est quoi là comme C'est du essence chêne. Du chêne d'ici. Ce qui me touche tout de suite, ce qui me surprend, c'est que tu es physiquement engagé, tu es debout à cheval en train de taper. Ouais, comme si je faisais une pirogue. C'est un peu pareil, Oui, c'est tu vois. vrai. Non, mais il y a l'idée de pirogue aussi à l'intérieur, là. Là, il y a sa Je jolie creuse. tête, Ouais. déjà, hein, qui a bien pris forme. Ouais, mais là, pour l'instant, il n'y a que le nez esquissé. Après, je sais pas, tu sais, où il faut s'arrêter dans la finition, s'il faut rester juste aller au stade de l'ébauche ou avancer, c'est toujours la question que je me pose. Quel volume, waouh. Qu'est-ce que c'était cet endroit? Une distillerie de résine. C'est un lieu plein d'histoire, quoi. Ouais. Pourquoi ce sont avec des arbres que tu as voulu faire tes créations? Un peu par facilité, parce qu'ici, il y a du bois. Si j'aurais été en montagne, j'aurais travaillé avec de la pierre. Mais ici, forcément, je travaille avec du bois, si tu veux. Et puis, ce qui est important dans la sculpture, c'est de commencer en forêt, tu vois, d'aller chercher l'arbre en forêt. C'est pour ça que c'est du bois, mais c'est aussi des arbres. Il y a un geste qu'on fait tous avec le bois, c'est qu'on le touche. Je voyais, Ouais, c'est vrai. toucher. Tu as remarqué? Ouais. Moi aussi. C'est quelque chose de charnel, le bois, en fait. Hein. C'est une densité, une chaleur. Ça a été vivant. C'est vivant, ouais. Ça l'est encore, hein. C'est vivant. C'est vivant parce qu'il y a des bêtes dedans et des termites. Ça grignote. Crache, crache. Tiens, je te montre un truc, tu vas voir. En fait, je monte dessus, tu vois. Hop. Hop. Faut pas se casser la gueule. En fait, tu vois, les sculptures, elles sont faites pour aller dedans. En fait, tu vois, c'est comme les masques dedans. Tu vois, les masques, tu mets le masque sur la tête et là, tu vas dans la sculpture. Celle-là, tu vas à l'intérieur. Toujours, si tu veux, c'est pas qu'une sculpture comme ça, il y a un rapport au corps.
Tu es dedans, avec, tu la portes. C'est comme un outil, tu t'en sers et tout ça. En tout cas, il est beau ton sarcophage. Merci. Moi, il me plaît bien. Christophe est très attaché à cette terre qui lui fournit sa matière première. Alors quand 2 tempêtes ont dévasté ce territoire, il s'est mobilisé avec d'autres habitants pour accompagner d'une manière inédite la reconstruction de ces paysages identitaires. C'est ainsi qu'est née la Forêt d'art contemporain, un parcours itinérant qui propose de faire de la forêt un immense musée à ciel ouvert avec des œuvres d'art posées aux 4 coins du parc naturel régional des Landes de Gascogne. Surprise, l'œuvre créée par Christophe n'est pas en bois. 4 colonnes en pierre surmontées d'oreilles de lapin qui délimitent un espace au centre duquel se tient la vieille cabane du garde-vache. Ton œuvre, elle fait référence à quelque chose qui a existé au Moyen-Âge, la sauveté. C'était quoi? La sauveté, c'est dans mon village natal. J'étais très intrigué, à Lus, dans les Landes. Il y avait ce qu'on appelle des croix de sauveté. C'est-à-dire c'est un périmètre, ma grand-mère me disait, au Moyen-Âge, les gens n'étaient pas poursuivis, si tu veux, les brigands, tout ça, ils arrivaient et là, ils étaient tranquilles parce que la loi féodale ne s'appliquait pas. Et généralement, c'était les moines qui créaient ça pour défricher, tu vois, créer un monastère, tout ça. Et ce qui m'a plu ici, tu vois, j'ai repris la même idée de la borne, enfin construite en pierre, et au lieu de mettre une croix, j'ai mis une oreille de lapin. Je trouvais que c'était plus... c'est plus en rapport à mon boulot que tu as vu, quoi, à l'atelier. Alors là, au milieu, il y a cette cabane, c'est aussi toi qui l'as faite? Non, la cabane, elle y était déjà, si tu veux, mais elle était un peu destroy, c'est quand j'ai fait mon enquête au village avant, à Broca, pour faire mon projet, si tu veux, tous les gens me disaient « Oh, mais là-bas, à Garbaché, il y a un endroit, mon mari y allait quand il était gamin, ou alors l'autre, oh, c'est là que j'ai rencontré mon mari. » Des petites histoires pas possibles. Garbachette, ça signifie quelque chose en patois landais? Alors je pense que Garbaché, ça veut dire le garde-vache. Parce qu'ici, il y avait pas de pain, il y avait que de l'herbe. Et je pense que c'est les gars qui venaient garder le bétail. Et quand il pleuvait, tu vois, ils venaient s'abriter là. Tiens, on va regarder dedans, commencer. J'ai toujours une surprise parce que j'ai jamais commencé. À l'intérieur, il y a toujours du nouveau. Alors moi, ce qui me surprend, c'est que là, je vois des cendres, je vois de quoi manger, grignoter. Ça veut dire quoi? Les gens viennent ici, La cabane, elle est habitée. Hein. Il y a des gens qui viennent. Je pense qu'il y a des gens qui viennent dormir. J'avais fait ces 2 lits, là. En fait, ton œuvre, elle continue à vivre. Tu l'as posée là, mais les gens viennent la faire. Elle a une sorte d'autonomie. Si tu veux, je l'ai faite, elle ne m'appartient plus. Elle continue à vivre toute seule et ça, c'est ma plus grande fierté. Quand tu regardes un paysage comme celui qu'on a en face de nous, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois seulement le panorama ou est-ce que tu vois plus que cela? Si tu veux, pour moi, le paysage n'est pas que visuel. C'est pas que quelque chose, c'est tout le corps qui est pris par le paysage. C'est pas simplement ton regard, c'est l'ensemble, tu vois. C'est aussi ce que tu entends un peu le vent. Tu sens qu'il y a une énergie dans ce sol. C'est cet ensemble qui fait le paysage, pas simplement ce qui est visuel. Comment tu pourrais expliquer ton attachement à cette terre des Landes, à cette forêt? D'abord, j'y suis né. Je suis né ici, quoi, si tu veux. Je suis un natif des Landes, donc c'est pour ça que je suis attaché. Et que, si tu veux, à la sortie des Beaux-Arts, on m'a dit tu devrais aller à Paris, ça marcherait bien et tout ça. Et puis moi, j'ai pas eu envie. Je me suis dit non, moi je vais retourner dans les Landes. Et puis mes profs m'ont dit mais t'es fou, tu t'enfermes, c'est un enterrement de première classe. Ouais, ils m'ont dit ça. Et non, mais moi j'avais envie. Je me dis non, c'est là que je suis bien, c'est là que j'ai envie de travailler. Et pourquoi pas, quoi. De l'art contemporain dans une zone ô combien rurale, ça prend tout son sens à t'écouter. Oui, c'est vrai, mais en même temps, l'art contemporain, on a tendance à associer ça, si tu veux, à quelque chose d'inaccessible, alors que pas du tout. Regarde ici, tout le monde y vient, les chasseurs, enfin tout le monde vient ici, donc au contraire, hein, je te prouve le contraire là, par cette sauveté. Tu me le prouves et je dois te dire, je me sens super bien ici avec toi. Ben reviens, t'es le bienvenu. Je reviendrai. Le fleuve Charente. Sans lui, l'histoire de cette partie de la Nouvelle-Aquitaine n'aurait pas été la même, car ce cours d'eau a été durant des siècles un axe économique majeur en permettant l'exportation des 2 richesses de la région, les eaux de vie et la pierre. Pour comprendre ce qui a fait le succès du calcaire de Saintonge, rien de mieux que de s'aventurer dans l'une des carrières les plus prestigieuses,
Crazanne, situé en Charente-Maritime. J'ai l'étrange sensation, Stéphane, d'être Indiana Jones au fond de la jungle et qu'on découvre un temple perdu. Alors c'est presque ça, mais pas tout à fait. C'est en fait une ancienne carrière qui a été exploitée sur quasiment 110 hectares, jusqu'à 18 mètres de profondeur, pour y enlever du calcaire évidemment. Et donc ça a été un terrain de jeu particulier pour tous les enfants du village, bien sûr. T'avais quel âge, toi, les premières fois où tu es venu ici? Ouais, j'avais 9 ans à peu près. On y a fait des parties de cow-boys d'indiens, vécu nos premières amours. Bref, c'est un endroit de paradis pour nous ici. L'endroit est absolument impressionnant, Stéphane. J'ai l'impression d'être à l'autre bout du monde. C'est assez, oui, c'est assez dépaysant, effectivement. On ne se croirait pas en Charente-Maritime. Alors explique-moi pourquoi ce calcaire de Crazanne, il a connu un tel succès. C'était une pierre d'abord qui était connue à l'époque pour sa blancheur, mais surtout la finesse de son grain, son absence de coquillages, de fossiles. Et en plus, c'est une pierre qui a la faculté de durcir au temps. Et sa dureté et sa densité faisaient qu'elle pouvait résister à des charges assez importantes, d'où son utilisation également dans les embasses de beaucoup de monuments. Ce calcaire extrait là, de cet endroit, on le retrouve dans des monuments importants, lesquels? Alors, localement, déjà, l'arc Germanicus à Saintes. Donc là, ce sont les Romains. Effectivement, tout à fait. Alors, bien plus tard, on le retrouve par exemple au Fort Boyard, rendu célèbre par différentes émissions, évidemment. La cathédrale de Bayonne également, le phare de Cordon. Hein, donc, à l'étranger aussi, on a été intéressé par le calcaire de Crazanne. À partir du XVIe siècle, Crazanne devient une pierre d'exportation. On va la transporter par bateau, bien sûr. Le port de Crazanne sur la Charente est à 2 km d'ici. On descend la Charente, on remonte l'océan Atlantique, la Manche, la mer du Nord. Et en empruntant le Rhin, on trouve cette pierre à Bruges, à Bruxelles, à Anvers, à Cologne, à Amsterdam, à Rotterdam, à Londres également. C'est une pierre qui a beaucoup voyagé à partir du XVIe siècle. C'est une histoire de fou quand même. C'est une histoire impressionnante, effectivement, oui, qui a failli tomber dans l'oubli. Bon, l'endroit est grand, on continue la visite? On continue. Allez. On ne peut pas circuler dans cet endroit sans penser aux carriers, aux hommes qui travaillaient ici. Comment s'y prenaient-ils? Ils faisaient avec un pic à trancher, qui est cet outil-là. Ils faisaient des tranchées dans la roche, comme ce qu'on voit ici. Et donc, ils allaient piocher comme ça, à bout de bras. Ils piochaient chaque coup d'outil 2,5 cm de large. Il fallait faire 3 passes d'outils les unes à côté des autres. Un travail de titan. Quelques millimètres cubes d'enlever à chaque coup d'outil. Et ils piochaient comme ça pendant des heures pour faire une tranchée de 9 cm de large. De quoi passer la main qui enserre le manche de l'outil. Ah ouais. Il n'y a pas beaucoup de rab, il y a 5 mm de chaque côté. Et il va falloir piocher comme ça jusqu'à 1 mètre, 1,20 m de profondeur quelquefois. C'est-à-dire que là, la tranchée va faire 1,20 m. Ouais, au final, la tranchée peut faire jusqu'à 1 mètre, 1,20 m de profondeur. Une tranchée d'un côté du bloc, une tranchée parallèle de l'autre côté du bloc. Puis dans une position très inconfortable, le bassin en porte-à-faux, la colonne vertébrale en arrondi, il va falloir après piocher en dessous. Ça veut dire que toutes les marques là qu'on voit là ne sont que des coups de pioche. Et derrière ces coups de pioche, il y a des hommes, il y a des efforts. Tout à fait. Chaque rainure, chaque petite strie sur la pierre qui fait 2,5 cm de long à peu près, c'est un coup de pioche qui a été donné par un bonhomme. Il pouvait travailler comme ça en plein été jusqu'à 14 heures par jour. Un travail titanesque. Il n'avait aucune protection oculaire et pour le coup, il se prenait le soleil en pleine face, amplifié par la blancheur de la pierre, et ça les rendait aveugles, figure-toi. Non. Ouais, si, les gars étaient bien souvent aveugles avant de mourir. L'espérance de vie, c'était 52 ans au début du XXe siècle. Et qui plus est, comme il faisait chaud, ils travaillaient torse nu, et si le soleil leur brûlait les yeux, ça leur brûlait aussi la peau et les poumons. En fait, ce qui les tuait, c'est pas le fait d'être aveugle, c'est le cancer de la peau. C'était le mélanome, en fait. Les volumes, ils sont absolument impressionnants quand même. Mais alors ces blocs-là, lorsqu'ils sont au sol, ils font peut-être pas la dimension qui a été commandée. Comment ils s'y prennent, les gars? Il faut une scie adaptée, une scie de taille impressionnante, à la mesure des blocs. J'en ai une là justement. Voilà la chose. Donc ça, c'est une scie de carrier très spécifique. Elle a un seul manche parce que les carriers étaient des gars qui bossaient seuls. Et donc là, on avait déjà une amorce, ça va être plus facile. Voilà, on va donc faire descendre la scie dedans.
Et c'est un travail de longue haleine, hein. Ça ne coupe pas beaucoup à chaque fois, mais ça coupe. Les dents sont recourbées vers l'arrière et la scie ne coupe que quand on ramène vers soi. Voir, je vais essayer parce que pour me rendre compte quand même de la difficulté que ça devait être. Alors, tu la tiens comme ça, Voilà, c'est ça? oui, à deux mains. Oh là là. À quel âge il commençait à travailler comme ça? De 9 à 12 ans à peu près. Et puis petit à petit, entre 12 et 14 ans, ils apprenaient le métier. Ils remplaçaient les parents de temps en temps. Et puis vers 15 ans, ils cognaient leur croûte. Ces outils, ils ont une importance pour toi, une importance personnelle. Elle vient d'où, par exemple, cette barre? C'était la barre à mon grand-père. En fait, je suis descendant de Carrier ici à Crasane. Et depuis plusieurs générations, mes ancêtres travaillaient ici. Et donc j'ai récupéré, évidemment, passionné de pierre et passionné de carrière, j'ai récupéré les outils du grand-père. C'est une histoire, j'imagine, qui marque, non? Ta famille qui est... Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs pour ça que je travaille sur ce pôle nature, sur cet espace de carrière, parce que je me suis battu pour la sauvegarde du site. Il y a 30 ans à peu près. Et puis quand il a fallu le mettre un petit peu en lumière, le mettre en image et le faire vivre, j'étais volontaire pour parler de tout ça. C'est une façon pour toi de rendre hommage aussi quand même au travail de tes ancêtres, de pouvoir perpétuer cette histoire, de la faire connaître aujourd'hui. De la faire connaître, oui, de faire connaître aux générations futures, à mes enfants, mes petits-enfants plus tard, et puis aux gens du village aussi, qui ne savaient pas forcément, quoi. J'espère qu'ils sont fiers là-haut, ils doivent nous regarder depuis là-haut. J'en doute pas. Tu sais quoi, je suis sûr qu'ils sont fiers de toi, ouais. Nous prenons maintenant la direction de la Corrèze. Le massif des Monédières, c'est une ambiance qui vous mène vers un ailleurs, des lumières qui vous transpercent. Rien d'étonnant à ce qu'ici fleurissent les belles idées, poussent des vocations comme celle qui anime Jean Maison. Après une enfance passée à Paris, il décide à 18 ans de revenir à Saint-Augustin, le village familial, pour développer une activité d'herboristerie. C'est aujourd'hui l'un des plus grands connaisseurs en Europe des plantes sauvages à usage médicinal. Marcher en sa compagnie, c'est l'assurance de découvrir l'extraordinaire dans un fourré d'aspect anodin. On va s'arrêter sur la bruyère. Donc là, on est sur une présence de Calluna vulgaris, qui est en fait la plante emblématique de la lande à Callune, la lande à bruyère. Des études ont été faites, notamment sur la consommation par les moutons dans des zones comme celle-là, que la consommation régulière des pointes de bruyère était antiparasitaire. Mais ses qualités médicinales sont innombrables, diurétiques, drainantes. C'est-à-dire y compris pour les hommes? Bien sûr. Oui. Ça se consomme, entre guillemets, comment ça? En tisane. Et d'ailleurs, c'est extrêmement agréable à boire. Bon, là, on a des jeunes pousses de myrtille. Donc ça fait aussi partie des plantes emblématiques du massif des Monédières. C'est la myrtille dont on fait les gâteaux, les confitures, mais c'est aussi une extraordinaire plante médicinale. C'est-à-dire, ça soigne quoi? Alors, ça a des propriétés bactéricides. C'est un stimulant général. Là, si je le mange, voilà. Là, c'est vrai? Oui. Bah oui, ce serait dommage de la ramasser, de ne pas la consommer. C'est pas le... Alors, j'aime pas du tout le goût de la myrtille, parce que finalement, ce qu'on a mangé, là, c'est la feuille. C'est ça, avec la petite... le début du bouton floral. Ouais, on le voyait. Hein. Jean, ce savoir-faire, il est ancestral, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de le perdre? Vous savez tout ça, mais on est beaucoup à l'avoir oublié. Je ne crois pas qu'il y ait de risque de le perdre. Ce qu'on risque de perdre, principalement, c'est l'espace libre. La ressource, c'est le point clé pour demain. Et ensuite, le respect de la ressource et la gestion intelligente et raisonnée de l'espace. On ramasse de cette façon. Donc on n'arrache pas, bien évidemment. Alors, l'avantage de la faucille, c'est qu'on tient la plante au moment où on coupe, et donc on ne tire pas sur le pied. Si on tire sur le pied, évidemment, on risque de la déstabiliser et d'entraîner une sécheresse, un dépérissement. Les coupes qui se font de façon mécanique sont également faites chez nous avec des outils à doigts. La plante est quelque chose d'extraordinairement généreux, et on se doit d'avoir un comportement le plus loyal avec elle. Elle loyauté, j'aime le jeu. Vraiment bien ce mot.
Là, on est aux Cascades de la Tine. C'est la Corrèze sauvage et qui conserve un caractère extrêmement vif. Cette course de l'eau, cette eau vive, cette eau merveilleuse, eh bien là, on est au cœur d'un des lieux les plus pittoresques du massif. C'est un endroit qui ressource. C'est le propre de cette région. Ce sont des lieux qui ne payent pas de mine. C'est des petits lieux. Des petits lieux au sens de leur simplicité, de leur modestie, mais en fait de leur unité avec l'homme. Jean, vos paroles, votre regard sur ces monadières, je vous sens vraiment dans une relation très intime avec elles. C'est un émerveillement, mais qui n'est pas... c'est pas ostentatoire, c'est pas plein feu. Il faut aller le chercher avec discrétion. Vous sentez une responsabilité aussi par rapport à cette terre. Quand on vit dans un tel lieu, on a d'abord des devoirs. Mais ça va de soi qu'il faut protéger. Protéger, pas pour protéger, c'est pas surveiller et punir. C'est protéger pour permettre la suite des événements. Faire en sorte que d'autres, après nous, dans cette continuité, soient en phase avec cette terre absolument accueillante. Pour cette dernière rencontre, c'est au Pays Basque qu'Éric a rendez-vous. Le musicien Pascalindo l'attend au Col dell'Orietta, au cœur du massif d'Irati, en compagnie de Pascaline. Le duo invite Éric à vivre une expérience sensorielle inoubliable, une plongée au cœur de la culture basque, avec un incroyable instrument ancestral de percussion, quasiment tombé dans l'oubli, la txalaparta. La txalaparta, c'est des planches, donc c'est pas un instrument en fait. C'est juste une musique. Les planches, elles peuvent servir à sécher le fromage ou à faire une étagère. Là, on l'a juste isolée avec un petit peu artilé, avec de la laine de mouton, pour qu'elle soit un peu en lévitation, qu'elle soit dans l'air. Et quand on va la frapper, elle va vibrer. Alors, tu la frappes, vous la frappez avec un outil un peu particulier, c'est quoi? Des maquila. Les maquila, c'est le bâton en basque, tout simplement. Donc avec maquila, on va taper taula et hola en basque. Donc la planche est frappée par le bâton avec une rythmique qu'on va improviser. Alors j'écoute parce que j'ai envie d'entendre quand même le son que ça produit. C'est un instrument qui date, qui a certainement l'âge une partie de l'âge de notre culture de toute façon, qui est millénaire, on le sait, avec la langue basque. Avec la txalaparta, on construit la culture basque de demain. On n'est pas en train de regarder celle qui a été hier. Alors, il y a deux choses qui m'ont énormément touché. C'est déjà la première fois où vous avez tapé sur la planche du milieu. C'est pas du tout le même son. J'ai été pris quasiment au trip. C'est très physique, la manière dont on le reçoit. En fait, il faut jouer très relâché. L'effort qu'on doit fournir, c'est de lever ce bâton-là et d'écouter l'autre. C'est une musique où on joue les silences, en vrai. On ne joue pas les coups. Si je ferme les yeux, à un moment, j'ai l'impression de voir des chevaux au galop, des potiocs. Les 4 bâtons, les 4 maquilles de la txalaparta sont les 4 pattes d'un cheval. Vous nous avez emmenés dans un lieu qui a son importance. Pourquoi jouer de la txalaparta au milieu de ce paysage qui a quasiment pas bougé depuis 3000 ans, quoi? La terre n'est pas notre bien en basque, on le sait ça. Amaluja,
elle n'est pas à nous, la terre. Elle n'est pas à nous, elle est à ceux qui vont venir. Et si on doit préserver quelque chose, j'espère qu'on réussira à garder la langue, j'espère qu'on réussira à garder nos instruments, nos musiques. Mais j'espère surtout qu'on gardera cet esprit, ce lien au territoire, ce lien au patrimoine, ce lien à la terre. Je ne vois pas comment finir autrement qu'avec un petit morceau de flûte, parce que tu l'as toujours dans ta poche, ici, voilà, dans cette montagne basque. Oui, c'est sûr, c'est vrai que ça donne envie.